Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. C'est un des enjeux principaux de l'éducation nationale, régler la crise de l'attractivité du métier de prof. Alors oui, mais comment? C'est toute la question. On en parle avec nos invités. Il met en lumière celles et ceux qui s'engagent pour la jeunesse. En deuxième partie d'émission, on recevra Antoine Métayer qui vient de sortir ce nouveau podcast consacré aux héros et héroïnes du quotidien qui œuvrent pour nos jeunes. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Michael Dos Santos nous emmènera en Virginie, aux États-Unis, où un enfant de 6 ans a tiré sur un professeur. Michael Dos Santos qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Michael. Bonjour Virginie. On commence avec Pape Ndiaye. Le ministre de l'Éducation nationale était hier en déplacement à Arras. Oui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas une visite éclair. Pape Ndiaye a pris le temps d'écouter tout le monde, à tel point qu'il a presque failli rater son train. Une journée marathon de 5 heures qui a débuté par des cours de français et de mathématiques dans une école maternelle et qui s'est terminée dans un lycée professionnel. Juste avant, il avait assisté aussi à des ateliers qui favorisent la transition primaire-collège, des liaisons essentielles pour le ministre de l'Éducation. Écoutez. Dernière, j'ai fait des annonces, en particulier pour ce qui concerne la classe de 6e, afin d'améliorer le passage, la transition entre le primaire et entre le secondaire, avec des professeurs d'école qui viendront au collège pour pouvoir enseigner le français et les mathématiques dans une heure de renforcement ou d'approfondissement. Et voilà, un Pape Ndiaye qui a déclaré aussi que ces classes de liaison allaient être mises en place entre la maternelle et l'école primaire également. Une journée marathon de 5 heures donc. Oui, journée marathon de 5 heures. Bon, c'est vrai, mais les déplacements de ministres sont souvent très très courts, donc c'est pour ça que on peut parler de journée marathon pour Pape Ndiaye. Un professeur émérite de l'université de Clermont, Auvergne, demande un plan orthographe. Michel Fayol, spécialiste en orthographe, a lancé un appel à Pape Ndiaye. Il faut vite changer la pédagogie dans cette discipline pour lutter contre la baisse du niveau d'orthographe. Dans les colonnes du Parisien, il considère que nous sommes arrivés à un point d'une extrême gravité où plus aucun élève n'arrive à écrire sans une faute. Résultat, ces futurs adultes risquent de transmettre ces erreurs, voire même de corriger des fautes inexistantes. Pour lui, pas de secret, il faut augmenter les exercices, les raccourcir, les proposer aussi régulièrement et puis augmenter la difficulté progressivement. Il faut y aller petit à petit. Et que compte faire Pape Ndiaye ? Eh bien, des directives vont être envoyées par le ministre de l'Éducation ce jeudi aux enseignants de CM1 et CM2. Parmi elles, on devrait retrouver le retour de la fameuse dictée quotidienne. Selon un récent rapport de l'inspection générale, le faible niveau en orthographe serait dû au temps d'écriture insuffisant. Cette dictée est une mesure insuffisante selon les syndicats. Pour eux, il s'agit d'un running gag censé rassurer l'opinion publique, pas toujours efficace et puis surtout synonyme d'une école d'antan. Pour rappel, en tout cas, à l'entrée de 6e, 27% des élèves n'ont pas le niveau requis en français. Apprendre en musique serait bénéfique pour le cerveau des tout-petits. Et oui, une école de banlieue parisienne a lancé une étude en collaboration avec l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et dans cet établissement, on peut apprendre de la musique, avec la musique. Les enfants s'expriment en tout cas de mieux en mieux grâce à la musique. Ils ont plus de vocabulaire. Contrairement aux élèves d'une crèche dite classique et quel que soit le niveau social de l'enfant. Bref, la musique, disait Aristote, adoucit les mœurs. Il a raison puisque elle permet en tout cas d'apprendre beaucoup mieux. Le philosophe grec avait vu juste, on peut le dire. Merci Michael. Alors comment régler la crise de l'attractivité du métier de professeur ? C'est vaste, très vaste et c'est notre question du jour. On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, j'accueille Céline Pina, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et essayiste et face à vous, je suis ravie d'accueillir également Paul Devin, bonjour. Bonjour. Vous êtes syndicaliste de la FSU, la Fédération syndicale unitaire, président de l'Institut de recherche de la FSU et ancien inspecteur de l'éducation nationale. Merci à tous les deux d'être là pour parler de la crise de l'attractivité du métier de professeur. Nous sommes le 10 janvier 2023, la rentrée de septembre a été chargée
avec ces profs qui manquaient à l'appel et le recrutement de 4000 contractuels formés en 4 jours. Récemment, on a vu que le nombre de candidats inscrits pour passer les concours d'enseignement était très bas, ce qui ne présage rien de bon justement pour la rentrée de septembre 2023. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale a bien compris l'ampleur de la crise déjà en place et surtout de celle qui va arriver, selon vous? Céline Pina. Alors, a priori, on a eu il y a peu de temps une tribune du ministre de l'Éducation nationale qui, en tout cas, réagissait et posait certains diagnostics. Et pour la première fois, on a entendu un certain nombre de difficultés de l'école reconnues par le ministre. En revanche, les solutions qui étaient proposées apparaissaient pas forcément à la hauteur des enjeux. En attendant, ce que l'on peut déplorer, c'est que la crise de l'école et le problème de recrutement, il est connu et important depuis au moins 2013 et qu'on est en 2022 et que c'est simplement maintenant que le ministère reconnaît un véritable souci au niveau de la formation des profs, comme au niveau des recrutements, comme au niveau des conditions de travail à l'intérieur des établissements. Paul Devin, vous avez le même sentiment? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils prennent vraiment en compte l'état de l'éducation nationale en France et de cette crise, justement, cette pénurie de profs? Si vous voulez ne pas le reconnaître, dans l'état actuel de la situation, serait quand même là désormais chose totalement impossible. Donc la question, c'est pas de savoir si le ministère le reconnaît. La question est de savoir qu'est-ce que le ministère décide de faire pour faire face à une situation qui est en train de devenir année après année de plus en plus dramatique, de plus en plus catastrophique, et dont les conséquences pour les scolarités des élèves vont être de plus en plus graves et de plus en plus importantes. Alors justement, ce qu'il a décidé de faire, le ministre de l'Éducation nationale, il s'est exprimé plusieurs fois, à la fois dans un communiqué de presse début janvier et puis dans une interview donnée à nos confrères d'RMC. Premièrement, le salaire. Le salaire, évidemment, qui est la question, je dirais peut-être principale, en tout cas une des questions majeures, évidemment, pour les enseignants et professeurs aujourd'hui, pour pallier justement à cette crise de l'attractivité. Emmanuel Macron avait parlé d'augmentation de 10% dans l'entre-deux tours et bam, Pape Ndiaye nous dit non. On n'a jamais dit ça. Qu'en est-il réellement ou surtout, qu'en sera-t-il réellement selon vous, Paul Devin? Alors, moi, je ne peux pas prédire ce que seront les décisions ministérielles dans le domaine, mais il faut reconnaître que pour un ministère qui devrait être conscient de l'impact de ses discours sur justement cette crise de recrutement, la manière avec laquelle les choses se passent aujourd'hui, c'est vraiment pas bon signe. Parce que dire on va le faire, puis on va pas le faire, on va le faire à cette hauteur-là, on va le faire à une autre hauteur, enfin, c'est-à-dire qu'en gros, entretenir cette espèce aujourd'hui d'incertitude totale sur ce qui va être réellement agi, c'est la pire des choses dans un moment où les futurs candidats auraient au contraire besoin d'être rassurés sur le fait que leur avenir se traduise par des conditions de rémunération meilleures que les conditions actuelles. Malheureusement, on a l'impression que rien n'est fait qui témoignerait d'une réelle prise de conscience de l'enjeu de la situation actuelle. Voilà, cette prise de conscience dont je parlais au début justement, cette prise de conscience qui ne semble pas être totalement évidente pour le gouvernement et un dialogue qui n'est pas rompu, mais enfin qui n'est quand même dans la compréhension avec les enseignants et avec le gouvernement. Vous parlez d'ambiguïté, Paul Devin. Est-ce que vous avez le même sentiment, Céline Pina? Car la rémunération de 2 000 € net pour les enseignants, ça, a priori, elle est assurée. Je rappelle qu'en ce moment, elle est de 1 869 €, ce qui correspondrait effectivement avec les primes à cette fameuse augmentation des 10%. Est-ce que l'ambiguïté, elle n'est pas là-dessus, sur ces fameux 10% pour arriver à un minimum de 2 000 € net, alors que c'était une augmentation prévue pour tout le corps enseignant? De toute façon, cette ambiguïté, elle impacte fortement la parole politique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le sentiment que vos représentants, quand ils ouvrent la bouche, c'est uniquement à leur profit et qu'ils utilisent le verbe pas pour créer des situations et pour rentrer en relation ni avec le peuple, ni avec, dans ce cas-là, la population enseignante, mais qu'ils l'utilisent uniquement quelque part pour se faire mousser, pour mettre en valeur leur action, alors là, on a un problème. Il est évident qu'étant donné la crise que connaît l'école aujourd'hui, jouer sur les niveaux d'augmentation est parfaitement ridicule. La vérité, c'est que
à l'aube des années 2000 où on avait en fait un professeur gagné à peu près 2 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, il y a eu une dévalorisation du métier d'enseignant, une dévalorisation sociale et une dévalorisation qui s'est aussi traduite dans les salaires. Et le fait de bricoler, alors que ça fait des années qu'on demande la revalorisation du salaire des professeurs, le fait de bricoler aujourd'hui et d'ergoter sur non, mais c'est 10% en intégrant les primes, sans intégrer les primes, etc., c'est absolument pas à la hauteur du défi et c'est pas très respectueux pour une population enseignante qui a quand même rongé son frein pendant de nombreuses années. Un sentiment partagé également, Paul Devin, ce manque de respect, notamment par rapport au calendrier qui n'est pas respecté, puisqu'on avait parlé d'une augmentation pour janvier 2023. Et elle n'est pas là. Oui, d'autant que la question, il faut la regarder de la manière la plus globale possible. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'aujourd'hui, ce qui fait que le métier enseignant est moins attractif n'est pas qu'une question de salaire. C'est aussi une question de conditions de travail, c'est aussi une question d'entrée dans le métier. Il y a beaucoup de choses qui sont dégradées et qui ont eu tendance à éloigner les jeunes de cette profession. Or, c'est qu'il y ait une convergence de mesures déterminées, volontaires, engagées, une convergence de mesures qui rassure suffisamment les jeunes pour qu'ils aient envie de revenir vers ce métier. Car personne ne pourra croire que tout d'un coup, ce métier n'aurait plus d'intérêt comme ça, juste parce que les gens n'auraient plus envie d'être enseignants. Non, s'il n'a plus d'intérêt, c'est parce qu'il ne présente plus les garanties suffisantes pour que des jeunes aient envie de s'engager dans ces carrières-là. Il y a un enjeu majeur auquel il faut faire front. C'est quand même pas rien. C'est la capacité à pouvoir maintenir un service public d'éducation de manière continue auprès de l'ensemble des élèves. Est-ce que oui ou non, il est aujourd'hui devenu impératif de se préoccuper de cette question-là? Et le message que nous ne cessons d'adresser au gouvernement, faites en sorte de montrer votre détermination à pouvoir répondre à ce problème. Et aujourd'hui, très clairement, c'est loin d'être le cas. Michael Dos Santos. Oui, j'ai une question par rapport au budget de l'éducation nationale. Il y a plusieurs syndicats qui se sont plaints, qui considèrent que le budget 2023 n'est pas suffisant pour l'éducation nationale. Finalement, malgré toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que le problème, il n'est pas là? C'est juste un problème financier, c'est-à-dire que l'État, le gouvernement, ne met pas assez de moyens pour aider l'éducation nationale. Alors, ce n'est pas qu'un problème financier. Mais très clairement, il y a un problème financier. Oui ou non, est-ce que nous voulons une démocratisation scolaire qui permette la réussite de l'ensemble des élèves? Si nous voulons cela, il faut décider d'un investissement qui est nécessaire. Et cet investissement, il se traduit évidemment de manière budgétaire. Or, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où la réduction de l'ensemble des dépenses publiques coûte très très cher à l'éducation nationale. Enfin, coûte très cher, pas en dépenses, coûte très cher en manque de moyens, coûte très cher en dégradation du travail des personnes et coûte très cher par voie de conséquence en dégradation de la qualité d'études pour les élèves. L'enjeu, encore une fois, je le redis, l'enjeu c'est est-ce que oui ou non nous voulons que dans notre société, l'école permette à l'ensemble des enfants de notre pays de réussir, de développer leurs connaissances, d'accéder à un exercice de la citoyenneté, d'accéder à un métier, d'accéder à une vie qui soit une vie de qualité, qui soit une vie digne. Est-ce que nous voulons réussir cela? Si nous le voulons, il faut accepter d'investir. Ça coûte, l'éducation, oui, ça coûte, mais c'est un investissement, c'est-à-dire que ce n'est pas une dépense en pure perte, c'est une dépense qui est évidemment une dépense d'intérêt collectif. Paul Devin, je vous rejoins complètement, mais c'est vrai que ce que vous dites paraît extrêmement évident, car finalement, pour nous tous qui sommes ici sur ce plateau, vous tous qui nous regardez, et aussi pour les politiques, chacun le dit, c'est une priorité d'avoir pour nos enfants une société qui fonctionne avec une éducation nationale qui fonctionne. Or, effectivement, comme vous le dites si bien, les moyens ne sont pas là et les réformes se sont succédées, enchaînées depuis des années, depuis 25 ans, 30 ans, et pour autant, eh bien, le niveau général baisse, les professeurs n'ont plus envie de travailler, ils ne se sentent pas respectés, une crise énorme des conditions de travail dont vous parlez. Donc qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là et qu'une situation, pour autant, chacun
chaque ministre, alors avec des suggestions et des volontés différentes, mais a tenté de dire que c'était une priorité. Est-ce que là, il n'y a pas en fait une hypocrisie totale sur la situation ? Vous savez, il ne suffit pas de dire que c'est une priorité. Il faut réellement engager des actions qui sont des actions qui permettent de faire évoluer les choses. Je vais prendre juste un exemple qui est un exemple actuel. Le constat est fait d'une nécessité absolue d'améliorer la situation au collège. Monsieur Macron fait des annonces par rapport à ça. Il parle d'une école du futur capable de transformer radicalement les choses. Et la montagne accouche d'une souris. On nous dit qu'en fait, des enseignants du premier degré, des enseignants de l'école primaire vont aller faire des heures de soutien au collège. Comme si c'était de nature, réellement, à régler le problème de fond, qui est le problème aujourd'hui d'un manque de moyens et d'une nécessité de réforme profonde, de repenser profondément cette question de la démocratisation de la réussite. Alors on nous annonce des choses extraordinaires, et puis en fait, par derrière, on nous annonce un petit bricolage qui, au passage, n'est pas sans lien avec la question qui nous préoccupe aujourd'hui, puisque ça va être une des formes de l'augmentation du revenu des enseignants qui va être proposée par le fait de leur demander d'aller faire quelque chose en plus, alors qu'on sait déjà que leurs semaines sont très très largement chargées pour faire le travail qui est le leur. Non, tout ça n'est pas sérieux, tout ça n'est pas à la hauteur de la réponse à cette crise d'attractivité. C'est ça, c'est bien ce manque de respect dont je parlais. J'aimerais votre avis aussi, Céline Pula, sur la question de l'hypocrisie générale des politiques par rapport aux différentes réformes. Et effectivement, deuxièmement, sur cette volonté de dire, voilà, on va transformer l'école. L'école est très importante. On a besoin pour nos enfants, qui sont des futurs citoyens de demain, de faire une école forte, juste, égalitaire et prometteuse. Et pour autant, des dispositions qui ne vont pas dans le bon sens. Oui, mais parce que la crise de l'école, c'est avant tout une crise de la démocratie. Nous, notre école en France, elle est très particulière. Par exemple, le terme d'instituteur, il existe parce qu'à l'origine, l'école, elle avait aussi pour but d'instituer, de fonder la République. Donc, c'est une école qui a toujours eu un lien très fort avec la citoyenneté. En gros, on doit former des citoyens éclairés, il n'y a que l'école qui est là pour le faire, parce qu'ensuite, en démocratie, ils doivent user de leur raison pour construire un monde commun, légiférer, etc. Mais comment est-ce qu'on fait quand on arrive à une période presque post-démocratique dans laquelle les élites se méfient des peuples à tel point que finalement, pour contourner la souveraineté populaire, elles ont mis en place des organismes supranationaux. On peut prendre par exemple le cas de l'Europe. Autant la légitimité du pouvoir en France ou n'importe où ailleurs, elle est fondée sur un ensemble de principes et sur l'existence d'une société politique qui a des valeurs, un contrat social, etc. L'Europe, elle, n'a pas de peuple. Et pourtant, aujourd'hui, c'est elle qui va déterminer un certain nombre de nos lois et des normes sous lesquelles nous vivons. Alors qu'elle n'a finalement pas la légitimité pour le faire. Et de l'autre côté, le peuple souverain, lui, est dépouillé finalement de son rôle de créateur. Et si vous n'avez plus qu'un troupeau à gérer dans lequel une élite extrêmement éduquée connaît les solutions et pense qu'à un problème, il n'y a qu'une seule bonne solution. Donc finalement, la question du débat, la question de l'affrontement de la raison, la question de la dispute qui est fondamentale en démocratie est complètement évacuée. À ce moment-là, si vous n'avez à gérer qu'un troupeau humain, vous n'avez pas besoin que les gens soient si éduqués. Et finalement, une école qui se contenterait d'assurer une forme de transmission de savoir de base de manière à avoir des ouvriers optimaux pourrait tout à fait suffire dans une crise de la démocratie. Le problème va au-delà de la question du budget. C'est quelle école on veut, qu'est-ce qu'on veut transmettre à travers l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans une école qui institue et qui porte la République, dans une école qui forment des citoyens, ou est-ce qu'on est dans une école purement utilitaire? Et sur ces questions-là, on est extrêmement hypocrite. Le pouvoir politique dit l'école est là pour tout faire. La réalité, c'est que finalement, aujourd'hui, il n'a pas vraiment choisi quel rôle devait avoir l'école, et on a le sentiment d'une école au rabais,
parce que finalement, l'élite n'a pas tant besoin de concurrence, et l'idée même de méritocratie et d'ascenseur social, finalement, tout le monde la met en avant, mais personne n'a l'air réellement pressé de débloquer cet ascenseur. Pourtant, l'égalité qui est à la base de notre contrat social ne peut pas exister sans des citoyens formés et éclairés. Juste une question très importante, parce que c'est très intéressant ce que vous dites par rapport à l'aspect sociologique, effectivement, et philosophique, déterminant de ce que l'on veut pour notre société, et c'est ce que vous évoquez également, Paul Devin. Qu'est-ce qu'on veut finalement pour l'école, pour nos enfants, pour notre République? Je parle de qu'est-ce que l'on veut, quel est le rôle de l'école? Car effectivement, on demande beaucoup à l'école. On parlait effectivement de l'état d'esprit général, mais aussi de la violence qui doit être réglée par les professeurs, de cette circulaire qui est sortie. D'ailleurs, cette interview donnée par Papendiaï, donc j'en parlais sur RMC, où par exemple, pour le tenue de vêtements religieux, eh bien, c'est au chef d'établissement ou au professeur de regarder si oui ou non cela correspond à une tenue religieuse. Est-ce que c'est à l'école, au chef d'établissement, au professeur de vivre ça, d'avoir ce rôle-là, avec tout le poids qu'ils ont déjà sur les épaules au quotidien et avec tout ce qu'on leur demande de faire? Céline Pina. Non, c'est absolument pas de le faire. D'abord parce que comment est-ce que vous voulez, quand vous êtes en deuxième ligne, si la première ligne, autrement dit les politiques, le ministre, le président de la République, ne font pas leur travail, s'ils ne sont pas très clairs pour dire que l'école est un sanctuaire dans lequel, pour entrer dans ce sanctuaire, en fait, on est dans la même démarche que dans la démarche de citoyenneté. On abandonne ces particularismes, on essaie de rompre avec, j'allais dire, tous ces déterminismes familiaux, sociaux, statutaires, etc., pour entrer en fait dans un espace presque mythique, un espace symbolique dans lequel c'est sa propre émancipation, sa propre faculté critique qu'on vient chercher. Il est évident qu'il faut qu'en première ligne, ce soit le politique qui dise stop. D'ailleurs, cette solution stupide de mettre les dirigeants d'établissements en première ligne a été tentée dans l'affaire du foulard de Creil notamment. Cela n'a pas marché. Les établissements se sont vus, j'allais dire, l'objet de conflits politiques, parce que derrière ce que va affronter le chef d'établissement, c'est pas une personne, c'est tout un système, c'est une idéologie souvent qui a induit un certain nombre de pouvoirs dans les quartiers, et donc il ne va pas se retrouver en face d'un individu tout simple qui essaie de faire valoir son particularisme, mais en face d'un représentant d'une communauté instituée qui essaie d'imposer ses valeurs à l'intérieur. On en revient à la crise de la démocratie dont vous parliez, effectivement. Paul Devin, j'aimerais votre avis parce que le temps presse, mais je voudrais juste vous poser encore des questions sur justement la crise du métier d'enseignant. On a parlé de ce manque de professeurs, de l'engagement des contractuels et de cette information qui est arrivée aussi avec la suppression de postes, avec le seul argument démographique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a toujours eu une gestion des postes qui s'est faite en fonction de la démographie. On ne peut pas imaginer les choses autrement, évidemment, que le fait qu'il y ait un rapport entre le nombre d'élèves et le nombre d'enseignants. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne règle pas tout. C'est-à-dire que ça demande à ce que soient examinées les situations locales, qui sont des situations particulières. Ça demande que soient examinées les difficultés particulières qu'il peut y avoir dans certains quartiers, dans certaines régions. Tout cela mérite évidemment une autre attention que la seule attention d'un rapport automatique, si je peux dire, entre une population scolaire et un nombre d'enseignants. Mais au-delà, je voudrais redire au-delà que ce qui, aujourd'hui, fait cette situation extrêmement préoccupante de crise d'attractivité, c'est un ensemble de facteurs. Bien sûr que la question des moyens est une question très importante et nous le savons depuis longtemps. Une des choses nécessaires est de diminuer le nombre d'élèves pour permettre réellement aux enseignants de mieux travailler avec les élèves, les difficultés d'apprentissage qu'ils rencontrent. Mais il y a tout le reste. Il y a le fait qu'aujourd'hui, les jeunes enseignants sont plongés dans ce métier sans avoir le temps d'une formation et d'un accompagnement nécessaire qui entraîne chez beaucoup d'entre eux des démissions quasi immédiates. C'est une chose qui n'existait pas autrefois. C'est une chose qui est en train de se développer.
Voilà un exemple qui n'est pas directement, bien sûr qu'il y a des questions de moyens par derrière, mais qui n'est pas strictement une question de moyens. C'est l'ensemble de l'exercice du métier, des conditions de travail, du sens que l'enseignant peut donner à son travail. C'est tout cela qu'il faut penser si on veut reconstruire cette attractivité. Est-ce que vous pensez, Paul, pour rebondir sur ce que vous dites, qu'il faudrait payer, par exemple, les étudiants, justement, en formation au CAPES, pour qu'ils puissent se concentrer sur les études et pouvoir maintenir, effectivement, de bonnes études pour rentrer dans ce métier ? Oui, je crois que les pré-recrutements, ce qu'on appelle les pré-recrutements, c'est-à-dire donner un statut et un salaire à des fonctionnaires stagiaires qui acceptent de s'engager dans ce métier, mais qui, en échange de cette acceptation, sont salariés et garantis par un statut pendant leur période de formation, oui, je crois que c'est une bonne solution qui aiderait au recrutement. Ok. Oui, j'ai une question par rapport, je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure. Effectivement, vous parliez tout à l'heure du salaire des enseignants qui était beaucoup plus élevé fut un temps, des conditions de travail qui étaient bien meilleures auparavant. Récemment, on a parlé du retour de l'uniforme, on parle du retour de la dictée. Alors finalement, je vous pose une question qui s'adresse d'ailleurs à vous deux. Est-ce qu'il ne faudrait pas offrir le même cadre aux professeurs qu'un cadre qu'ils avaient en temps, c'est-à-dire leur donner plus de pouvoir, plus d'autorité, un meilleur salaire, des meilleures conditions de travail, l'école d'auparavant finalement? Non, mais cette nostalgie... Paul Devin. Pardon. Cette nostalgie d'une école qui aurait été autrefois parfaite sur tous les plans est une construction idéologique. C'est une construction en fait qui est entretenue par ceux qui veulent réintroduire une vision très conservatrice, ultra conservatrice de l'école, etc. Donc la question, elle n'est pas là. La question, en fait, il ne s'agit pas de retrouver le statut de l'enseignant avant. Il s'agit, si on parle de salaire, le problème, c'est tout simplement la baisse du pouvoir d'achat est devenue aujourd'hui extrêmement problématique pour des enseignants qui débutent et qui n'ont plus de quoi assurer leur loyer lorsqu'ils sont dans des régions où les loyers sont un peu chers. Après, pour le reste, il ne s'agit pas de retrouver une autorité mythique. Il s'agit de donner par la formation aux enseignants les compétences professionnelles qui vont leur permettre d'exercer leur métier correctement, comme il faut, en leur donnant le sens qui est celui de cette démocratisation dont on parle depuis tout à l'heure. Et à partir du moment où on fera ce travail de formation, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que tout le reste relèvera de compétences qui seront développées au fur et à mesure de la carrière de l'enseignant. Et il ne s'agit pas de penser ça dans une nostalgie de l'autorité et de l'uniforme qui n'a rien à voir, qui est un leurre total en matière de règlement de difficultés et de problèmes. Céline Pina, une dernière réaction à la question de Michael Dos Santos. Alors, c'était mieux avant ? En fait, je pense que les élèves partagent un petit peu l'impression de Michael Dos Santos parce que ce qui est très intéressant, c'est que la dernière enquête PISA, par exemple, montre que les élèves mettent en avant, et c'est particulier à l'école française, un climat disciplinaire détestable. Autrement dit, et là c'est subjectif, c'est l'avis des élèves, ils expliquent qu'en fait il y a beaucoup de bruit, les élèves posant problème ne sont pas gérés à l'intérieur des classes, donc il y a d'énormes difficultés à travailler et à se concentrer. Et en fait, tout ça, les élèves les mieux lotis, ceux qui ont les meilleurs atouts sociaux, ils peuvent les dépasser parce que leurs parents vont les aider, vont les prendre en charge, vont donner les explications qui n'ont pas été entendues au moment du cours. En revanche, pour les élèves les plus en difficulté ou qui ont le moins de support social, le fait de ce climat disciplinaire détestable accentue encore les inégalités. Donc oui, on a besoin... Alors après, bien sûr que l'école, ce ne sera pas celle des années 50, ce ne sera pas celle du début du XXe siècle, mais néanmoins, la question de l'autorité, la question de la qualité de l'apprentissage liée à un environnement apaisé et sûr, celle-là, elle est posée et ce n'est pas en disant non, il n'y a pas de problème d'autorité à l'école qu'on va le régler, parce que tout le monde sait bien qu'il y a un problème d'autorité. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison que l'école échappe à l'ensauvagement de la société. L'école ne peut pas lutter contre des dynamiques très fortes dans la société, et de la même manière, elle ne peut pas y échapper.
Merci Céline Pina d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste. Paul Devin, merci également d'avoir été avec nous sur le Grand JT de l'Éducation pour réfléchir à cette question de l'attractivité du métier de prof. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut de recherche de la FSU, la Fédération syndicale unitaire, et ancien inspecteur de l'Éducation nationale. Merci à vous deux. On marque une courte pause et on se retrouve. School TV célèbre les métiers d'avenir. Chaque jour, retrouvez un nouveau numéro à la rencontre de ces professionnels qui ont vu évoluer leur quotidien avec le numérique. Chirurgiens, agriculteurs ou pâtissiers, découvrez comment ces métiers se sont transformés grâce à l'impression 3D, l'intelligence artificielle ou la robotique. Métiers d'avenir, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 12h45 et 19h45. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Antoine Métayer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur d'un podcast qui vient de sortir et que vous venez nous présenter. Ça s'appelle « Elle s'engage pour la jeunesse ». Vous ne m'avez pas fait « Yel ». Hein? Non. Vous auriez pu? Bien sûr, elle, j'aurais pu même dire il s'engage, mais non, elle s'engage en effet. C'est vrai. Tout est dans le titre. Alors, tous vos invités donc, sont engagés pour la jeunesse, mais des gens comme ça, il y en a plein, fort heureusement. Alors, comment vous les choisissez? Tout à fait. C'est le fruit finalement de rencontres que j'ai pu faire à la fois à travers mes différents jobs que j'ai pu exercer, mais aussi les réseaux dans lesquels je suis. Et puis des personnes tout simplement qu'on contacte sur les réseaux sociaux. On leur demande tout simplement est-ce que vous êtes intéressé pour passer derrière le micro. Puis généralement quand une personne fait quelque chose de bien, s'engage pour la jeunesse, elle dit rarement non. Voilà, alors je disais, beaucoup de gens le font fort heureusement, mais c'est vrai que vous aviez envie de les mettre en valeur, en lumière, peut-être par ce podcast-là. Le démarrage, l'idée de départ, c'était juste une mise en lumière ou il y avait autre chose? Non, en fait, on fait le constat depuis quelques mois avec d'autres personnes qui s'engagent autour de la jeunesse que finalement, dans les médias, dans les réseaux, l'image qui est transmise un peu de la jeunesse, elle est relativement négative. On a souvent tendance à tirer à boulet rouge sur la jeunesse et puis finalement à croire que finalement on est un peu en déclin, que la société ne fait rien pour la jeunesse, et l'idée c'était un peu justement de montrer, de mettre en lumière des personnes qui sont finalement humbles, qui n'attendent pas d'être mises en lumière parce qu'elles œuvrent au quotidien, personne ne va les chercher, donc l'idée c'était d'aller les chercher, de dire toi tu fais quelque chose de génial, donc je te prends et tu vas parler dans mon podcast et puis on va mettre en lumière ce que tu fais. Des deux côtés, vous le dites à la fois effectivement pour tous ceux, donc j'allais dire adultes, entrepreneurs ou autres, qui effectivement œuvraient pour la jeunesse, mais aussi les jeunes eux-mêmes, dont vous dites que l'image n'est pas forcément tout à fait réaliste. Oui, tout à fait, et en fait c'est un peu le deuxième épisode de cette série de podcasts qui s'appellera Les Pépites, et donc j'ai commencé déjà à les enregistrer. On va mettre en lumière justement des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui œuvrent dans les quartiers, qui œuvrent dans les associations, dans leur ville, au sein de conseils municipaux des jeunes, au sein d'associations, pour finalement montrer que la jeunesse qui caillasse les banlieues ou qui met le feu aux poubelles, en fait c'est une minorité, et puis l'autre jeunesse par contre elle s'engage, elle a envie de faire des choses, et c'est aussi important de mettre ça en lumière parce que moi j'ai vraiment mal au cœur à chaque fois qu'on dépeint, qu'on généralise la jeunesse comme la jeunesse qui est feignante, je m'en foutiste, etc. Non, c'est pas vrai. En fait, il faut juste la mettre en lumière, il faut juste leur donner la parole, et puis quand on leur donne la parole, on se rend compte que finalement il y a quand même plein d'espoir pour l'avenir. On va se hâter après cette interview d'aller voir effectivement, écouter surtout ces podcasts, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples que vous avez en tête justement de bonnes actions? Oui, on a cette proviseure de lycée qui finalement a fait potentiellement fi ou plutôt s'est adapté pendant la Covid, a fait en sorte que ces jeunes réussissent, s'engagent au quotidien. Ça s'appelle Barbara Martin, elle est d'ailleurs passée chez School TV il y a quelques mois, mais on a aussi Auriel Darmon qui lui a créé une boîte, une entreprise avec plusieurs cofondateurs qui propose des jobs à des étudiants via une plateforme. Alors ça c'est pas nouveau, mais à vrai dire, ce qui est nouveau c'est finalement de pouvoir s'adapter aux jeunes, de faire en sorte que les jobs s'adaptent aux jeunes, et plutôt que ce qu'on pouvait connaître auparavant, le jeune s'adapter au poste. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose d'assez novateur. Et puis on a peut-être Marion La Main Tendue, l'association Marion La Main Tendue de Nora Fraisse, qui finalement elle vient nous parler, elle, de son engagement. Elle a perdu sa fille en 2013, et puis elle vient nous montrer finalement son engagement pour la jeunesse au quotidien. Elle vient lutter, prévenir le harcèlement à l'école. Vous voyez, tout ça, c'est
c'est finalement des témoignages qu'on retrouve dans ces podcasts, et on va creuser un peu plus simplement, plus largement que c'est quoi votre business model. Non, on va vraiment chercher la personne, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'est engagée, quel est son souvenir d'enfance, qu'est-ce qui a pu l'amener à son engagement. Et très souvent on remarque que finalement c'est l'intérêt de la société, la fraternité, ce sentiment d'appartenir à une nation qui font en sorte qu'on s'engage. Alors évidemment, on ne parle pas forcément des trains qui arrivent à l'heure, mais c'est aussi parler effectivement des trains qui sont en retard. Et donc du coup, là, l'image pour cette société, pour cette école qui dysfonctionne par endroits, et malheureusement souvent. Et c'est aussi une mise en lumière. Vous parliez de harcèlement à l'instant. Effectivement, avec Marion la main tendue, avec Stop Ficha, il y a beaucoup effectivement de très belles initiatives qui sont prises dans ce sens. Et fort heureusement, car autant les élèves que les parents, que le personnel éducatif a besoin de référents. Comment vous faites? C'est-à-dire qu'à la fois, vous les faites parler, vous leur faites raconter, mais aussi, est-ce qu'il y a une mise en relation qui s'opère derrière? Oui, ce que c'est intéressant, c'est qu'en effet, vous le citiez, le chiffre, le harcèlement, un chiffre du harcèlement, c'est 1 million d'élèves qui sont concernés par le harcèlement en France, 12 à 13 millions d'élèves, 1 million sont concernés par le harcèlement, c'est énorme. Donc en effet, il y a peut-être des trous dans la raquette par moment, parce que pour arriver à pallier le harcèlement vis-à-vis de ce nombre, il faut multiplier le nombre d'initiatives. Donc on a bien, en effet, Marion la main tendue. Et c'est vrai qu'après ce podcast qui a été écouté plus de 8000 fois, j'ai reçu des messages en privé. J'ai pu faire le lien justement avec Nora Fraisse en disant moi j'ai envie de m'engager, est-ce que vous pouvez me donner le contact de cette association, comment est-ce que je peux faire certes des dons financiers, mais aussi des témoignages. Moi-même, j'ai été victime de harcèlement en écoutant votre podcast, ça m'a parlé. Et donc, j'ai envie aussi de m'engager, j'ai envie d'y aller. Comment est-ce que je peux faire? J'ai du temps libre. Donc ça, c'est aussi un peu la richesse du podcast qui arrive à toucher finalement un auditoire relativement conséquent après 5 éditions. C'est de réussir à faire du lien. Et puis, je t'assure, ça prend du temps, mais c'est toujours valorisant. Je trouve que quand on a passé une demi-heure à écouter quelqu'un et se dire peut-être que finalement je vais donner de mon temps moi aussi. Comment s'est passée votre enfance, vous? Vous auriez aimé justement pouvoir avoir accès à ces informations, à ces expériences, à ces gens qui partagent finalement leur parcours? Ouais, alors oui, moi je viens du centre-Bretagne, c'est un territoire assez reculé, mais un territoire où il a fait bon vivre. Reculé, la Bretagne quand même, peut-être pas exagéré, mais le centre-Bretagne, à Carhaix, pour ceux qui connaissent les vieilles charrues, je salue d'ailleurs mes amis du centre-Bretagne, mais voilà, un territoire assez reculé, mine de rien, où en effet, tous ces phénomènes de harcèlement qui n'étaient pas encore nommés, ça on les a connus, j'ai pu aussi moi-même le connaître. Et vous avez été victime de harcèlement? Je pense que maintenant, quand on réfléchit, quand on regarde les critères de harcèlement, oui, j'ai pu peut-être de la grossophobie, connaître ce genre de sentiments. Et oui, en effet, j'aurais bien aimé que quelqu'un me tende la main. Et donc, en effet, moi, à travers le discours de Nora Fraisse, je me reconnais. Et puis, c'est l'histoire d'une rencontre. Moi, quelqu'un que j'ai rencontré en classe de première, un directeur d'école qui m'a tendu la main et qui m'a dit toi, peut-être que tu vas pouvoir faire autre chose de ta vie. Et grâce à lui, j'ai pu partir un an à l'étranger. Vous voyez, c'est toutes ces personnes. Et moi, je retiens cette personne, d'ailleurs, je la salue, si elle nous regarde, qui finalement vont tendre la main à un moment donné, et elles s'engagent pour vous et vous tirent un peu vers le haut et puis vous font en sorte que vous puissiez réussir. Ce que vous évoquez, c'est aussi l'orientation. C'est un vrai problème à l'école, de savoir où on va. Aujourd'hui, avec la réforme de Jean-Michel Blanquer et celle forcément actuelle, qui est le prolongement, il faut décider beaucoup plus tôt de ce que l'on souhaite faire, ou en tout cas des spécialités à choisir et donc de la voie vers laquelle on s'engage. Est-ce que aussi ce podcast permet de pouvoir comprendre les différents métiers, les différentes voies, finalement ce à quoi on aspire dans la vie? Oui, alors c'était peut-être pas la première vocation, mais en effet, en ayant des retours de collégiens, de lycéens qui ont pu écouter ce podcast, en se disant finalement c'est pas mal, ou sur le podcast d'Auriel Darmon dont je vous parlais sur les jobs étudiants, c'est de se dire en fait je peux faire des études. Parce que je sais que je vais pouvoir avoir un job étudiant. Très souvent, des jeunes refusent ou se refusent eux-mêmes à faire des études parce qu'ils savent que ils ne veulent pas faire endosser le coût de leurs études à leurs parents. Et donc là, c'est vrai que le fait de pouvoir découvrir qu'il y a ceci et qu'à travers un podcast, finalement, on vulgarise un peu le process pour y arriver. Auriel nous explique très concrètement comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut obtenir un job. Donc oui, il y a ces notions. Après, c'est vrai que c'est plutôt du grand public qu'on touche avec ce podcast. Je ne pourrais pas vous dire combien de lycéens, combien de collégiens sont touchés, mais en tout cas, oui, la question de l'orientation, c'est un gros sujet. Et c'est vrai que quand j'écris ces questions pour les podcasts, j'ai toujours l'intention de toucher et que ce soit compréhensible de la part des jeunes et des lycéens.
Le métier de professeur n'est plus attractif aujourd'hui, malheureusement. Il manque beaucoup de professeurs. On a engagé des professeurs qui étaient, on dit qu'ils étaient contractuels. Et heureusement, d'ailleurs, ils étaient là, hein, car on aurait préféré, on préfère les avoir que d'avoir des classes sans professeurs, bien entendu. Mais est-ce que aussi c'est un moyen peut-être de séduire à nouveau les plus jeunes sur ce métier qui finalement est un très beau métier, on appelait ça le plus beau métier du monde à l'époque, et qui peut, s'il est peut-être pensé différemment, si peut-être il y a des dispositions qui sont prises avec le gouvernement actuel, redevenir finalement un métier attractif. Ouais, ça fait suite à ce que l'émission, ce que vous avez pu dire dans l'émission précédente. Moi, je suis peut-être le mauvais exemple parce que je suis professeur d'allemand de formation et j'ai quitté le métier. Vous allez y revenir peut-être. Et non, je ne vais pas y revenir parce que j'ai fait un autre projet professionnel. Je ne vais pas y revenir parce que je pense que je n'avais pas la vocation, que j'estime que je n'étais pas fait pour ça et qu'à un moment donné, il est aussi l'heure de se rendre compte que si on ne peut pas apporter plus qu'on aimerait à ces jeunes, peut-être que d'autres personnes pourront le faire. Et puis... oui, disons-le, là c'est le citoyen engagé qui parle et pas l'ancien fonctionnaire. Il y a le problème d'attractivité du métier. On arrive, on a 22 ans en région parisienne, on gagne 1 600 € net. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était ça. Il faut vous dire qu'avec un bac plus 5, maintenant c'est un peu plus, avec la revalorisation, et tant mieux pour ces jeunes professeurs. Mais c'est vrai qu'arriver en région parisienne, on vient de Bretagne, on arrive en région parisienne, c'est la double peine. Et en plus de ça, on ne gagne pas forcément bien notre vie. On est obligé de compter les fins de mois avec un bac plus 5. Oui, il faut se dire quand même qu'aujourd'hui, un professeur de maths, on a du mal à recruter des professeurs de maths, c'est sûr, avec un bac plus 5, on peut devenir ingénieur. Ouais, et donc ingénieur, c'est pas le même salaire qu'être prof. Donc il y a ça, mais au-delà de ça, on a de super profs qui ont la vocation, on a des personnes qui arrivent déjà dès la licence 1 et qui sont formées au métier de professeur. C'est d'ailleurs ce qu'avait lancé. Et qui vous racontent leur passion, justement. Qui racontent leur passion et qui sont là. En fait, le salaire, c'est pas du tout l'enjeu, c'est pas du tout le sujet. Et finalement, moi, je me rentre pas dans cette case. Je me dis que autant se réorienter et ne pas finir devant des élèves et puis un peu rabougri et puis finalement. C'est comme eux l'avenir, donc voilà, autant être honnête avec soi-même. Il n'y avait pas de podcast sur l'orientation à l'époque, peut-être pour vous, donc ce qui a fait que peut-être vous n'avez pas choisi la bonne voie. Mais moi, je voulais vous poser une question sur l'avenir et sur le futur de votre projet. Déjà, dans un premier temps, pourquoi un podcast et pas une vidéo YouTube ? Est-ce que c'est dans votre tête d'éventuellement faire des vidéos avec des personnalités ? Pourquoi pas qui elles aussi s'engagent pour la jeunesse ? Ouais, en fait, le podcast est né parce que tout simplement, j'avais été formé moi à l'émission de podcast, justement grâce à l'éducation nationale, parce que ça se déploie beaucoup dans les écoles. C'est un outil que je savais utiliser et puis assez simple à mettre en place. Là, c'est un projet qui se déploie. Je vais bientôt rencontrer Sarah Lahiri pour pouvoir aussi enregistrer. J'ai un ancien président qui va aussi parler de son témoignage, de son engagement pour la jeunesse. Donc là, c'est aussi un podcast qui commence à se faire connaître. Et en effet, l'intérêt de pouvoir en faire à la fois des podcasts et des vidéos, les deux peuvent se combiner, c'est dans ma tête. Il faut juste que je trouve les moyens et le temps, parce que je travaille quand même à côté, pour pouvoir le faire. Je fais ça sur mon temps libre. Et ça prend combien de temps ? Un podcast, ça met 1 heure à réfléchir à la question, une petite heure à réfléchir. Ensuite, il y a le temps de déplacement, c'est généralement 1 heure, et ensuite c'est 3 heures de montage, donc c'est au moins une bonne demi-journée par podcast. Voilà, là j'en ai 5 en cours de montage, donc ça prend un peu de temps quand même, mais c'est chouette. Merci beaucoup Antoine Métayer d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT pour nous parler de votre podcast « Elle s'engage pour la jeunesse » que l'on retrouve donc comment ? Pour ceux qui nous restent. On le retrouve en ligne, on le retrouve sur toutes les plateformes d'écoute, sur Deezer, Spotify, je ne sais pas si on peut citer de marque, mais c'est trop tard. C'est fait. YouTube. YouTube. On peut le retrouver. Tant qu'on en a 3, on est bon. Voilà, YouTube, elle s'engage pour la jeunesse. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir sur votre plateau pour justement parler de mon engagement à venir. Avec joie, avec plaisir. Vous parlez du podcast avec l'ancien président, visiblement. Parce que vous en avez parlé. On ne spoile pas, on ne divulgage pas votre prochaine arrivée sur ce plateau. C'est ça, à bientôt. Ravi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine Métayer. Allez, c'est l'heure de retrouver Mickaël Dos Santos, qui est déjà un plateau, qui est déjà prêt pour sa chronique Vue à l'étranger.
Aujourd'hui, direction les États-Unis, un élève de 6 ans a tiré sur sa prof, une affaire qui secoue le pays et bien sûr qui relance le fameux débat interminable sur les armes à feu. Le drame s'est déroulé en Virginie, dans une école primaire de la ville de Newport News. Alors que l'enseignante donne cours, une dispute éclate avec l'élève de 6 ans. Il sort son arme à feu et la dirige vers sa professeure de 25 ans. Elle tente alors de s'en emparer, trop tard puisque l'enfant a appuyé sur la détente. Un tir qui est non accidentel et qui vient se loger dans l'abdomen. Blessé, Abby Zwerner, c'est le nom de cette professeure, isole les enfants dans une autre classe avant de s'effondrer. Un acte héroïque, dit la police, qui a probablement sauvé des vies. Depuis, elle a été admise à l'hôpital, au départ dans un état critique, mais depuis, son état de santé s'est amélioré. Bon, alors évidemment, la question qui se pose, c'est comment cet enfant de 6 ans a pu se procurer cette arme à feu et surtout venir à l'école avec. Oui, alors l'enfant, c'est la théorie la plus simple et ce qui arrive souvent malheureusement aux États-Unis, c'est que l'enfant s'est procuré cette arme à feu chez ses parents. Elle appartenait à sa mère qui l'avait achetée légalement et elle était chargée de plusieurs cartouches, ce qui fait qu'on se dit le drame aurait pu être bien pire. Plus étonnant en tout cas, l'établissement dispose d'un détecteur de métaux, mais les 550 élèves de l'établissement ne sont pas fouillés systématiquement. Autrement dit, il est fort probable que le détecteur ait sonné, mais que le personnel de sécurité n'ait pas fouillé l'enfant de 6 ans. Et puis, au vu de son âge, on peut difficilement d'ailleurs blâmer le service de sécurité. Bah oui, forcément, ils se sont dit, non, il a quelque chose dans son cartable, c'est rien, c'est peut-être une paire de ciseaux. Bon. Et alors, donc, que risque l'enfant ? Eh bien, légalement, l'enfant de 6 ans ne risque strictement rien. Selon la loi de l'État de Virginie, il ne peut pas être sanctionné au vu de son âge. À vrai dire, le système d'ailleurs juridique n'est pas conçu pour faire face à ce genre de cas de figure, c'est-à-dire juger un enfant de 6 ans. Les parents, en revanche, eux, pourraient se voir retirer la garde de l'enfant, qui est actuellement prise en charge par des spécialistes au poste de police, puisque l'enfant est en garde à vue. Et alors, est-ce que le fameux débat sur l'interdiction des armes à feu est relancé aux États-Unis ? Alors, j'allais dire grâce, non, à cause de ce terrible incident ? Eh bien, le maire de la ville, le maire de Newport News, a parlé de lignes rouges franchies qui pourraient ouvrir une discussion nationale. Mais à vrai dire, il y a très peu de chances que cela arrive. On le sait maintenant depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Et malgré les 51 fusillades en 2022 dans des écoles américaines, ce qui est un chiffre considérable, le lobby des armes est bien trop puissant aux États-Unis pour que cela ne change, surtout qu'au risque de vous étonner, cette affaire est loin d'être un cas isolé, affaire avec un très jeune tireur. Depuis 1970, il y a eu 16 affaires qui ont impliqué des mineurs de moins de 10 ans, 3 d'entre elles avec des élèves de 6 ans, et dans l'une d'entre elles, un élève a perdu la vie, c'était en 2000 dans le Michigan. Enfin, 6 ans, ce n'est pas le record de précocité, malheureusement. Le plus jeune tireur avait 5 ans. Heureusement, il n'a blessé personne. Quel cauchemar. Effectivement, heureusement, la France ne connaît pas ce problème puisque nous n'avons pas, évidemment, l'autorisation des armes à feu puisqu'elles sont interdites depuis 1939. Oui, depuis la Seconde Guerre mondiale, juste avant la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, l'Éducation nationale recense chaque année les incidents qualifiés de graves et les faits d'armes sont inexistants, heureusement. On retrouve surtout des actes de discrimination, de harcèlement, ou encore des faits de violence envers les professeurs, même si ce sont des faits graves, ils ne sont pas aussi graves, bien sûr, que le port d'armes dans une école ou en tout cas une fusillade. D'après le dernier rapport CIVAS, on comptait un peu plus de 2 incidents graves pour 1000 élèves entre 2020 et 2021 en école primaire. Un chiffre qui est assez faible et assez stable, il faut le dire. Dans l'histoire, on recense une seule fusillade au sein d'un établissement scolaire en France. C'est la fusillade du lycée de Grasse en 2017. Un élève avait voulu se venger de ses camarades. Il n'avait fait aucune victime. L'auteur a d'ailleurs récemment été condamné à 5 ans de prison avec 2 ans avec sursis. Merci Mickaël. Allez, tout de suite, on retrouve Malika Ménard et son invité de la semaine dans Souvenir d'écolier. C'est Laurent Mestret qui a répondu à ces questions. Regardez. Et si je te demande un souvenir d'écolier précis ? Une anecdote ? J'en ai plein, mais... Non, tu te souviens... Enfin, je me souviens quand j'avais 15 ans au collège. Oui, 15 ans au collège. Oui, c'était la période où le hip-hop venait un petit peu en France. Donc, pendant les heures de pause, on allait dans la salle de perm et on s'entraînait à faire du break et tout. Donc, c'était de très, très bons souvenirs. Et tu étais fort ?
Ouais, franchement, breakdance. Tu avais des aptitudes à la danse, tu as Ouais. gagné Danse avec les stars. Ouais, mais c'était sur des danses de salon. Rien à voir. Ouais, j'ai pas fait de danse de salon, je me suis pas entraîné au foxtrot à 15 ans dans une salle de Ça aurait été pas super bien vu, je pense. Ouais, non. Et justement, les amis que tu as gardés de l'enfance, quand ils te voient participer à Danse avec les stars, qu'est-ce qu'ils pensent? Ah, je les ramenais, hein. Ah, tu les as Je me ramenés? souviens, avant chaque danse, je me souviens, dans ma salle, tu vois, comme on appelle ça dans ma loge, on était 5, 6, voire jusqu'à 10. On avait je jouais au Uno avant d'aller danser. J'avais ma petite chicha. Je ramenais un maximum de monde et j'amenais tous mes potes, tu vois. Et je demandais à droite à gauche si certains ne ramenaient pas leurs accompagnants. Donc, je récoltais un maximum de places et on était des fois 10 dans ma loge à jouer au Uno avant d'aller danser, tu vois. Mais jamais stressé, tu vois. D'ailleurs, Denitza et Néo, mais pourquoi tu stresses pas? Toi, t'es jamais stressé? Rarement. T'étais pas un élève stressé? Non, mais j'ai su avec l'expérience gérer mon stress, mais c'est rare, tu vois. Bon, forcément, dans le premier prime, j'étais un peu stressé, mais au final, je prenais du plaisir, tu vois, le stress, ça me procurait du plaisir. L'adrénaline me donnait du plaisir, et toujours maintenant d'ailleurs. Et avant un examen à l'école? Non, tu vois, non. Enfin, maintenant, surtout moi, avant aussi, je stressais quand même. Ah, tu révisais ou tu pas? vois, oui, bien sûr, mais tu vois, avant par exemple une compétition de boxe française, parce que j'ai fait la compétition, j'étais un peu stressé, même pour certaines danses et tout. T'as toujours ce petit cœur qui palpite, mais maintenant, je me dis, tiens, voilà, j'ai rien à perdre, je pense pas, voilà, il y aura pas mort d'homme, donc je stresse pas, je suis relax. C'est un peu la philosophie que tu transmets dans ton livre. Ouais, c'est ça. T'as arrêté tes études à 19 ans? Avant ça, j'ai arrêté 17-18 ans pour travailler assez tôt. J'avais comme rêve de voyager, tu vois, j'avais comme but d'aller faire... T'as pas passé le bac alors? Non, j'ai fait BEP Compta. Ouais. Et je me voyais pas à l'école jusqu'à 23-24 ans. Donc je me suis dit, tiens, je vais travailler tôt pour vivre de mes passions et de mes rêves. Donc j'ai commencé la danse assez tôt, je me suis fait de l'argent assez tôt, donc j'ai travaillé... Avec la danse? Oui, avec la danse, avec le graffiti aussi. Donc j'ai travaillé assez tôt pour pouvoir financer mes voyages, parce que je rêvais de voyager. Donc je me suis fait New York... Et avant, tu n'avais pas eu l'occasion de les faire, les voyages? Non, j'ai pas mes parents qui me donnaient de la thune pour aller où je voulais, donc l'argent, il fallait que je me le fasse sous moi-même, donc j'ai préféré travailler en faisant du propre, parce que là où j'habitais, on aurait pu se faire de l'argent autrement. Ouais. Donc voilà, j'ai été médiateur de quartier, j'ai fait une formation d'animateur, j'ai passé mon BAPAT, donc animateur jeunesse, tout ça, et donc j'ai travaillé, et dès que j'avais de la thune, je voyageais. Et tu faisais du mannequinat aussi très tôt? Et ouais, j'ai commencé le mannequinat à 22 ans. Donc j'avais contacté un photographe qui m'a fait un book, etc. Ouais. Et je me suis dit, tiens, vas-y, j'ai un book et je vais démarcher toutes les agences qu'il y a dans Paris. Je me suis pris des gros bâches, il y en a qui m'ont ouvert les portes. Ah ouais. Oui, c'est bon, des métis, on en a assez, allez hop, bye, oh, t'es trop musclé, ou tu vois, je me suis pris des bâches, mais bon, c'est pas ça qui me freinait à démarcher. Donc certaines agences m'ont pris. Et voilà, donc à l'audace, j'y suis allé comme ça, comme quoi. Et tu as fini par signer un vrai contrat dans une agence de mannequinat? Ouais, même dans plusieurs, hein, des agences commerciales, des agences un peu plus de défilés, mais pas trop haute couture parce que j'étais déjà trop petit, hein, il faut être assez grand, et j'étais un peu musclé aussi. Donc voilà, c'est surtout des agences commerciales. Donc j'ai fait des pubs pour plein de marques, hein. J'ai fait Nike, j'ai fait Guess, j'ai fait des trucs super sympas, même pour PlayStation, voilà, des trucs hyper cool. Des grandes marques quand même. Ouais, ça va. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Laurent Mestré, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Laurent, et à demain. Les places au Zap maintenant, c'est le meilleur de School TV. Quelle relation vous entretenez avec les établissements scolaires ? Eh bien, alors moi personnellement, la relation avec les établissements scolaires, c'est au niveau de la sensibilisation, puisque je me déplace dans les établissements scolaires pour faire des ateliers de sensibilisation, justement pour proposer une éducation aux règles et plus largement eh bien, aux changements corporels qu'on peut connaître durant l'adolescence. Il ressemble à quoi justement ces ateliers de sensibilisation ? Eh bien, en fait, on part des questions
des élèves, surtout, parce que, comme ça a été dit, encore une fois, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et en fait, les élèves n'osent pas forcément toujours poser leurs questions aux profs ou à l'infirmière, parce que c'est des personnes que ils et elles vont voir plusieurs fois dans l'année. Et donc, le tabou est encore prégnant. Et puis... je pense que créer un cadre spécifique pour parler des règles, ça envoie le message aux élèves que ça y est, on peut en parler, que c'est pas tabou et qu'il y a plein de choses à savoir en fait sur les règles. Il y a, les règles, c'est pas seulement l'écoulement de sang pendant quelques jours chaque mois. Il y a la composition des tampons et des serviettes qui rentre en compte. Il y a l'utilisation, la bonne utilisation de ces tampons et serviettes ou des culottes menstruelles. Il y a évidemment aussi la présentation en fait de toutes les protections qui existent, puisque les élèves parfois ne savent même pas qu'elles peuvent avoir le choix en fait de leur protection. Il y a une dimension qualitative aussi. Oui, bien sûr. Enfin, il y a une dimension qualitative au niveau des produits, puisque on parlait justement là d'infection, d'irritation. Et ce qui nous tient particulièrement à cœur aussi chez Marguerite et compagnie, c'était de proposer la gratuité des protections périodiques, mais que cette gratuité ne se fasse pas dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire que on veut proposer des produits qui sont ni dangereux pour l'environnement ni pour la santé, parce qu'aujourd'hui c'est une vraie question. La composition. C'est la limite du système en Écosse, parce que c'est gratuit pour toutes, au final en Écosse, mais j'imagine qu'ils ont dû rogner et faire des choix où ils ont dû lâcher sur la qualité. Justement, nous, on ne voulait pas rogner sur la qualité des produits. C'est pour ça qu'on a un partenariat exclusif avec Natraker. C'était pour garantir cette qualité et de garantir des produits sans plastique, sans pesticides, sans parfum, parce que c'est une vraie question de santé publique. Le slow web, c'est un mouvement qui nous dit on peut reprendre le pouvoir sur la technologie telle qu'on la connaît. En fait, tout d'abord, bonjour, merci de m'avoir invité. Le slow web s'inspire beaucoup du mouvement qui s'appelle le slow food, qui est un mouvement qui est apparu en Italie il y a maintenant presque 40 ans, et qui était un mouvement qui était évidemment en opposition à l'idée du fast-food, mais qui était aussi cette idée que la nourriture, et donc l'expérience de la nourriture, ce n'est pas que manger des produits bio, c'est aussi la manière dont on prend le temps de manger, le temps de socialiser. En fait, le repas est un moment essentiel. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que quand on fait le parallèle entre la technologie et la nourriture, finalement, ce sont deux choses que l'on consomme tous les jours. Et donc la question qui se posait, c'est est-ce que le numérique que l'on consomme chaque jour est un numérique qui nous fait du bien ou au contraire un numérique qui nous stresse, qui nous rend, on va dire, beaucoup plus fermés. On est tous ensemble, mais on est tous seuls ensemble. Et c'était pour paraphraser le livre de Sheryl Turkle, Alone Together. Et donc, effectivement, la question qui se pose, c'est comment construire des outils, parce que si on est comme ça, si aujourd'hui je mets mon téléphone comme ça, avant je l'avais comme ça, et toutes les 5 secondes, j'avais des notifications, c'est que les gens qui ont développé ces applications, en fait, les ont développées pour capturer notre attention. Avant même d'ailleurs les données, on parle souvent de la capture des données, mais le vrai sujet c'est la capture de l'attention. Et donc comment construire des outils qui ont la bonne distance entre le besoin d'informer, le besoin de connecter et aussi le besoin d'être tranquille tout seul avec ses pensées. Parce que c'est ce que disait Blaise Pascal il y a des années, c'est que le plus grand danger de l'humanité, c'est de nous laisser seuls avec nos pensées. Peut-être qu'aujourd'hui, le plus grand danger, c'est de nous laisser seuls avec notre téléphone toute la journée, en étant incapable d'avoir sa propre compréhension de soi-même et d'avoir des temps de repos. S'il doit y avoir une thématique dominante, me semble-t-il, il y a le rapport au corps. Le rapport au corps est essentiel dans la littérature ado. C'est vrai que quand on est pour les plus jeunes, les 8-12 ans, ce qu'on appelle nous juniors, le corps de l'enfant est assez sacralisé. C'est assez, ça reste sec. Dans la littérature ado, alors là, les fluides et les ouvertures, on remplit, on vide le corps dans tous les sens. Donc c'est vraiment essentiel et c'est bien logique. Ouais. Le corps, le sien, celui des autres et le regard des autres. Absolument. Le rapport aux autres est très important, à ses copains et ses copines, aux institutions, à la famille, aux profs. La confrontation avec l'autorité est souvent centrale aussi. Le rapport à la famille, la parentalité, beaucoup de questions du rapport au père, à la mère aussi, mais là, dans votre... je l'ai pris comme un sondage, votre truc, parce que quand même, il y a 8... 8, alors il y a 6 autrices
et 2 auteurs. Alors ça peut expliquer peut-être certains biais. Mais c'est vrai que par exemple dans la nouvelle d'Isabelle Panazopoulos, c'est oser voir son père tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire en l'occurrence un père qui est en prison, criminel. Que son fils s'appelle gentiment Daddy, que tout ça est d'une grande tendresse, et il essaye de le sauver quelque part. Oui, contre la vie de la sœur. Voilà. Et contre ce qu'il a fait. Évidemment, dans les grands thèmes, l'amour. Alors, pas l'amour, pas le petit, le grand, le vrai. Oui, il y a une quête d'absolu, souvent, de vérité. C'est aussi un thème qu'on trouve très fort dans le livre de Shane Kassim, Qu'est-ce qu'on fout ici. Il ne s'agit pas, en effet, souvent, l'intensité des sentiments est particulièrement présente dans ces amours-là. Est-ce que ces ateliers de sensibilisation sont ouverts qu'aux jeunes filles ou est-ce que les garçons peuvent aussi participer pour aussi briser le tabou, pour éviter les moqueries et les humiliations à l'école? Non, c'est pour ça que je disais, en fait, il y a certaines questions parfois qui traitent le sujet de la moquerie, de la honte, la peur de la tâche aussi qui revient très souvent. Non, nous, on a fait le choix justement d'ouvrir les ateliers à tout le monde, puisque le but de ces ateliers, c'est aussi de favoriser le dialogue entre tout le monde, qu'importe son genre, parce qu'on considère que c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde, filles, garçons, qu'on ait ses règles ou qu'on n'ait pas ses règles. On vit de toute façon en contact avec des personnes qui ont leurs règles. Et on voit pendant les ateliers qu'il y a énormément de questions de la part des garçons. On pourrait penser que, en fait, non, ils vont jamais avoir leurs règles, donc ça les intéresse pas. Au contraire. Mais au contraire, ça les intéresse. Et en plus, je pense qu'ils sont encore moins informés que leurs camarades des règles, puisqu'on se dit qu'on va encore moins leur donner d'informations puisque ça ne les concerne pas. Et donc il y a des échanges très intéressants qui ressortent de ces ateliers, et même entre les élèves, on voit que c'est un levier en fait pour favoriser après entre eux et elles le dialogue à ce sujet. Ça a été simple à adapter justement pour cette série Mon coach 3e aux éditions Nathan, parce qu'on se dit que évidemment, encore une fois, cette méthode qui s'appuie sur une démarche neuroscientifique, qui s'appuie sur le savoir et la transmission du savoir par l'oralité, par la musique, ça doit être parfois compliqué de la passer à l'écrit. On a longtemps hésité, je vais vous faire une confidence, et c'est vrai que les équipes de Nathan ont été top parce qu'eux ils croient énormément à ce projet-là. Ils ont mis, effectivement, ils ont fait un superbe livre qui est magnifique. Et on a eu une idée assez simple, c'est que vous avez l'affiche ici, donc je ne sais pas si on voit à l'écran, mais vous avez directement l'affiche avec le contenu. Je vais peut-être essayer de le remontrer. Voilà, si vous montez, parfait, vous êtes un démonstrateur. Et vous avez un QR code ici. Et en fait, avec l'application, donc qui est disponible sur les stores, vous cliquez sur le QR code et vous arrivez directement sur la chanson. Donc ça permet en fait d'écouter et d'avoir un cahier. Parce que on est des professionnels du numérique, mais on aime quand même bien le cahier, quoi. Ouais, le papier c'est sympa aussi parfois quand même, mine de rien. Donc c'est comme ça que nous est venue cette idée, c'est de faire le pan sur cette verticale et avoir un cahier. Alors là, c'est le premier d'une série, je pense. On ne peut plus aujourd'hui définir l'écologie uniquement en parlant de science. Il faut aussi bien sûr parler de politique, parce que l'écologie est politique aujourd'hui, notamment à cause du dérèglement climatique. On définit ensemble notre manière de vivre, et les militants écologistes aujourd'hui dénoncent l'inaction des dirigeants mondiaux en matière d'écologie. Alors la définition pour commencer, mais le magazine s'arrête aussi sur un texte extrêmement important dans la lutte contre le dérèglement climatique, l'accord de Paris adopté en 2015. Oui, que les élèves étudient en cours d'histoire dès la 3e maintenant, accord qui limite l'augmentation de température à 2 degrés maximum en visant 1,5 degré avant 2100, mais qui fixe également des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le souci, c'est que plus le temps passe, moins les chiffres sont bons et plus on voit les effets du dérèglement climatique sur l'environnement. On pense bien sûr aux fortes chaleurs cet été en France, aux incendies. Là, le mois d'octobre a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans l'Hexagone. Mais on peut citer aussi plein d'autres exemples, la déforestation, la surconsommation des ressources, la pollution des mers par les plastiques qui a été multipliée par 10 depuis 1980. Il est donc urgence à agir. Les pays les plus pollueurs au monde, Histoire Junior en parle aussi. La Chine, j'imagine? La Chine, pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'habitants, numéro 1 aujourd'hui des pays qui émettent le plus de dioxyde de carbone. En 2017, la Chine a émis plus d'un quart du total des émissions de CO2. Mais elle est également, et il faut le souligner, championne des énergies renouvelables, avec l'effort qu'elle fait pour l'énergie solaire et l'éolien, avec un objectif ambitieux, celui d'atteindre la neutralité carbone en 2060.
Voilà pour le Zap, c'est la fin. Cher Mickaël, vous revenez quand dans l'émission? Je suis là toute la semaine. Toute la semaine. Vous allez devoir me supporter jusqu'à vendredi. Mais je suis ravie et je suis sûre que les téléspectateurs le seront aussi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous. Donc on se retrouve demain avec Mickaël Dos Santos, même heure. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr. Vous nous écrivez, on vous répond. Canal 247 sur les Freebox, cooltv.com aussi. À la réalisation aujourd'hui, c'est Kylian Soula. Au son, Maxence Mougin, Thaïs Ayad au make-up, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Merci, bonne soirée à tous.